Alors, je vous salue. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous à ces journées d'études qui ont pour titre Perspectives internationales sur le logement social et communautaire, s'inspirer de solutions pour le Québec. J'espère que vous êtes en forme, je vous le disais. Ça va être une journée, je pense, très, très stimulante, mais très chargée, vous allez voir. Je pense que vous allez être sollicités de toutes parts. Vos neurones vont, vont se mettre à bouillonner assez vite, en fait, plus vite que tard. Je m'appelle Jacques Beauchamp, j'ai été journaliste et animateur pendant 35 ans à la radio de Radio-Canada. Je suis très content d'être avec vous parce que d'abord, le logement social, c'est un enjeu qui prend beaucoup de place actuellement. C'est un enjeu dans lequel moi, personnellement, je crois. Je pense qu'il y a une occasion formidable puisqu'on est dans un contexte de crise du logement. Une crise d'ailleurs qui est à peu près maintenant reconnue par tout le monde. Je pense qu'il y a un enjeu formidable de changement, une occasion à saisir pour que les choses changent dans le bon sens. Donc, content d'être là parce que je sens aussi qu'on parle de logement social. Je ne sais pas si vous avez noté que dans le dernier budget fédéral déposé en février-mars, il y a été plus de 500 fois, je pense que c'est 546 fois question de logement. C'était impensable il y a quelques années encore. Donc, on en parle beaucoup. Ça fait la manchette presque quotidiennement. Puis moi, je sens qu'il se passe quelque chose dans le milieu du logement social. Ça bouge. Je sens qu'il y a une effervescence, qu'il y a une volonté de faire avancer le dossier. Donc ça, je trouve ça très, très réjouissant. Puis encore une fois, dans le contexte de crise, je pense qu'il y a une belle occasion à saisir. Puis je pense que vous êtes en train vous comprenez très bien ça, que c'est le moment d'agir pour que les gouvernements sortent du court terme, pour que les gouvernements enfin considèrent le logement social, un petit peu comme le transport public d'ailleurs, comme ce qui devrait faire partie de la gouvernance d'un État et que, et je vise personne en particulier, mais que le logement social, comme le transport public, ça fait partie de la mission de l'État au même titre que de construire des routes, mais je vise personne. Bon. Je suis content aussi d'être avec vous parce que je trouve que puis ça va avoir l'air flagorneur, mais c'est sincère, quand on m'a approché pour animer l'événement, j'ai vu le sérieux avec lequel l'organisation, il y a plein de fédérations qui participent à l'organisation de cet événement, ils ont travaillé sérieusement. Il y a eu une étude que j'ai vue très vite, une étude présentant les modèles qui seront exposés ce matin de la France, du Danemark, de l'Autriche. Il y a une délégation qui est allée dans ces trois pays-là. Donc, ils ont vraiment travaillé sérieusement. Puis ce que je trouve très chouette aussi de l'exercice, on est ensemble, nous, pour une première journée, mais il y a une deuxième journée en groupe plus restreint. Les acteurs du milieu, certains d'entre vous aller y être à cette journée demain. Ce que je trouve réjouissant aussi, c'est qu'on va bien sûr avoir des présentations super stimulantes aujourd'hui, très inspirantes, mais il y a une suite dès demain. On ne se contentera pas, comme on dit, de faire du pelletage de nuages. Puis ça, moi, je trouve ça, en tout cas, comme outsider, passez-moi l'expression, mais je trouve ça très, très porteur, très stimulant. Donc, je suis très content, pour cette raison-là aussi, de participer à cet événement. Un petit mot sur le déroulement de la journée. Je l'ai un petit peu dit. Ce matin, on va être en Europe. On va vous présenter trois modèles qui sont pas parfaits, mais qui sont très performants en termes de chiffres. La France, l'Autriche, le Danemark, c'est à peu près. La France, un petit peu en bas du 20 %, mais tous ces pays-là sont à peu près à 20 % de logements sociaux sur l'ensemble des logements de leurs pays respectifs. Donc, des présentations de trois experts. On va terminer la matinée avec un expert qui va nous parler davantage des structures dans l'Union européenne, des programmes d'aide dans l'Union européenne et qui va nous parler un petit peu aussi de ce qui se passe ailleurs que dans les trois pays principaux qu'on va explorer cet avant-midi. Cet après-midi, après le lunch, on va revenir au Québec avec un historique les moments forts de ce dossier du logement social chez nous, comment le financement du logement social a évolué aussi. Ça va nous conduire à une table ronde. J'aurai 5 invités, des gens vraiment qui connaissent ça par cœur, le logement social, des acteurs, des penseurs, avec qui on va essayer de voir ce qui marche au Québec, mais surtout ce qu'il faudrait améliorer, ce qui ne marche pas, ce qu'il faudrait améliorer en priorité, puis comment les pays dont on aura exposé les modèles ce matin pourraient nous inspirer. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher dans ces pays-là pour améliorer notre système, puis ultimement construire plus de logements sociaux. Donc, on passe tout de suite à la partie un peu plus protocolaire avec deux des organisateurs de l'événement. Je vous demande d'abord d'accueillir la directrice générale de la Fédération des USBL d'habitation de Montréal, Chantal Desjardins, qui est à l'origine de ces journées. Chantal. Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais juste ajuster mon micro. Alors, voilà.
Alors, chers partenaires de toutes les régions du Québec, je vous souhaite la bienvenue. Au nom du comité organisateur, qui est composé de 8 partenaires du Québec, qui ont décidé d'unir leurs voix pour organiser et vous offrir ces journées-là. Alors, je vous les nomme, c'est bien sûr la FOM, le RQOH, la Fédération du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles de la Madeleine, la GRTQ, le FRAPRU, la FHCQ, la CQCH, ainsi que la Caisse d'économie solidaire. Et voilà. Alors, vous êtes plus de 400 personnes. Je vais m'ajuster le micro parce que c'est vraiment pas évident. Alors, vous êtes plus de 400 personnes ce matin à vous être déplacés de toutes les régions du Québec. Et on est vraiment impressionné par la diversité en fait des personnes présentes. Et je voudrais vous saluer. Je ne pourrai pas vous nommer chacun, mais je veux juste vous démontrer un peu la diversité des gens qu'on a ici. Donc, je salue les élus des 3 paliers de gouvernement, les représentants de tous les secteurs, organismes communautaires, regroupements, HLM, coopératives, OBNL en habitation, les GRT, les institutions gouvernementales, les bailleurs de fonds, SHQ, SCHL, les villes, les municipalités, on a des gens des MRC, les fondations, les syndicats, les chercheurs, les architectes, les partenaires privés, les personnes intéressées. Alors, merci à tous d'être là. Oui, vous pouvez vous applaudir. C'est donc que le sujet vous intéresse grandement. Et oui, je voulais vous dire, nous avons même des représentants de la vérificatrice générale du Québec. Imaginez-vous donc, j'espère qu'on ne sera pas dans le prochain rapport. Je veux remercier tout particulièrement nos invités de la France, du Danemark et de l'Autriche qui sont ici devant moi, qui ont gentiment accepté notre invitation. Nous sommes vraiment fiers de les accueillir. Je vous demanderai de les applaudir chaleureusement. Nous aurons l'occasion de vous les présenter tout à l'heure en détail. Et merci également à tous nos panélistes qui viendront nous partager leur expertise de toutes les régions du Québec. Et merci, bien sûr, à nos animateurs, Jacques Baudouin et Jacques Beauchamp. Alors, pour la petite histoire, comment ça se fait qu'on arrive ce matin et on est ici ensemble? Je vais vous faire un petit historique du projet. Alors, c'est drôle, mais il y a exactement deux ans, le 31 mai 2022, la FOM déposait un projet à la SHQ dans le cadre du PAOC volet 2. Et le projet a été accepté, bien sûr. Et on avait l'idée à l'époque de faire une étude et un événement national. Le voici. Alors, on voulait répondre aux besoins de nos membres qui nous demandaient de trouver de nouvelles pistes de subventions, mais de financement également, pour développer davantage. Donc, déjà, à ce moment-là, les gens poussaient pour développer. Alors, la FOM a d'abord donné un mandat ambitieux à la chercheure Marie-Sophie Banville, que je salue d'ailleurs, qui doit être quelque part dans la salle. Et son mandat à Marie-Sophie, c'était d'identifier les pays dans le monde comportant un parc de logements à but non lucratif important, qui continuait de se développer aussi, parce qu'il y a certains pays qui ont complètement, qui ont été en déclin, et auquel l'État, ça c'était vraiment important pour nous, était toujours partie prenante. Alors la question principale qu'on lui a demandé à Marie-Sophie, c'est de voir, mais comment ils font, eux, pour y arriver, parce que nous, on n'y arrive pas d'avoir 20 % de logements sociaux. À l'automne dernier, donc, on publiait l'étude « Leçons de système de financement du logement social résilient, les cas de la France, du Danemark et de l'Autriche ». Par la suite, plusieurs partenaires se sont joints à nous et nous avons créé un comité. Et en octobre dernier, on se rendait donc, certains membres du comité, nous sommes allés voir les organismes de logements sociaux là-bas, les principaux organismes, donc nous sommes allés au Danemark et en France, tandis que d'autres acteurs du Québec qui sont ici dans la salle, que je salue, se rendaient, eux, en Autriche. Alors voici, c'était la petite histoire de pourquoi on est ici ce matin. Et donc, c'est l'aboutissement de cette démarche aujourd'hui, ces journées d'études qui se veulent une amorce de réflexion sur notre modèle de financement. C'est aussi une belle journée pour se mobiliser. Et nous voulions également vous montrer ce que nous, on avait vu en Europe, ce que nous avions entendu, et surtout vous dire que oui, c'est possible d'avoir 20 % de logements sociaux au Québec. Pourquoi organiser... Pourquoi organiser des journées d'études sur le financement?
Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, il ne faudrait pas juste répondre à la loi de l'offre et de la demande. Pour nous, il faudrait qu'il y ait un pourcentage de logements qui devrait être réalisé par des organismes à but non lucratif pour répondre aux besoins à long terme et lutter contre la spéculation. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les 10 000 personnes en situation d'itinérance visible présentement au Québec et les logements qui peinent à se loger. Parce qu'on croit vraiment en une société beaucoup plus égalitaire et qu'il faut maintenant faire quelque chose. Il y a urgence d'agir pour cueillir les fruits de demain. Parce que nous constatons une limite et un éparpillement des sources de financement qui nous empêchent de développer rapidement et en grand nombre. D'ailleurs, plusieurs mesures ont été prises récemment, comme vous le savez, droit de préemption, on a eu des changements de règlement, etc. Il y a des beaux projets novateurs comme celui de l'hippodrome Namur qui sont en gestation. Les villes sont mobilisées, très mobilisées, mais force est de constater que les fonds nécessaires ne sont pas au rendez-vous. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu voir et examiner d'autres façons de financer le logement social au Québec pour aller plus loin. Parce que pour doubler le parc de logements, bien, ça va prendre des milliards, pas juste des millions, des milliards. Ce à quoi on vous convie, c'est de prendre les moyens pour y arriver. Et nous pensons surtout que pour y arriver, il faut travailler ensemble. Au-delà des corporatismes, des tenures, des paliers de gouvernement, des secteurs, des idées reçues et des chasses gardées, et que la réunion des partenaires pour organiser ces journées est une preuve, un positionnement officiel fort, comme quoi nous pouvons mettre les intérêts de la population au-dessus des intérêts des organisations. On sent une volonté au Québec des acteurs, une volonté très affirmée d'aller plus loin et de voir ce parc de logements-là s'agrandir et prendre une place importante. Nous sommes à la croisée des chemins et il faut saisir toutes les opportunités et travailler ensemble. Il faut pouvoir se donner des objectifs communs. Il faut pouvoir se donner un plan d'action commun. Et ce n'est pas un hasard que nous avons choisi comme sous-titre de l'événement « Trouver des solutions pour le Québec ». Parce qu'on pense, nous, que le secteur est vraiment prêt à trouver des solutions et est capable de le faire. Et comme on a créé au Québec, en fait, un beau système de garderie qui fait l'envie des autres provinces. On a créé aussi la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On pense qu'on serait capable de créer un système de financement qui serait fort et résilient pour le logement social et communautaire. Puis là, le mot résilient est vraiment important pour nous parce que on veut pas juste un système qui va durer 2 ou 3 ans. On veut être capable de planifier à très long terme pour être capable d'agrandir le parc de logements et aussi de résister aux changements politiques et socio-économiques. En terminant, maintenant sur une note beaucoup plus personnelle, et donc j'aurais envie de vous dire que pour y arriver, ben, soyons pragmatiques. Un mot un petit peu controversé par les temps qui courent, hein, vous conviendrez. Soyons pragmatiques, soyons efficaces, bien sûr, mais surtout, moi je vous dirais surtout, soyons humains. Merci. Merci, Chantal Desjardins. Merci. J'invite maintenant le directeur du Réseau québécois des OSBL d'habitation, André Castonguay, à vous dire quelques mots. Monsieur Castonguay. Merci. Merci tout le monde. Merci Chantal, super introduction. Oui, c'est maintenant mon tour de m'adresser à cette belle salle bien remplie. Je vous remercie beaucoup d'être ici si nombreux. C'est au-delà de nos espérances. C'est un plaisir et c'est rassurant de voir que le financement du logement social et communautaire intéresse autant de monde. Merci d'être là à chacun et chacune de vous. Vous le savez tous, mais il faut le répéter. Le logement social et communautaire joue un rôle crucial, et ce depuis des décennies, auprès de milliers de Québécois et de Québécoises. Sans cette offre de logement à prix modique ou adapté aux revenus, ce sont près de 160 000 ménages présentement qui seraient mal logés au Québec. C'est-à-dire des ménages qui paient une trop grande part de leurs revenus pour leur loyer. Ce seraient également des milliers d'individus qui n'auraient pas accès à un logement adapté à leurs conditions de vie et qui peut-être vivraient actuellement cette
insécurité résidentielle vécue par de plus en plus de locataires partout au Québec. Et pourtant, le Québec peut être très fier d'avoir su développer cette offre de logement hors du marché spéculatif, dont les loyers sont abordables à vie et qui offrent de véritables milieux de vie pour ses locataires. Et ces milieux de vie représentent, par exemple, et pour d'aucuns, un tremplin pour une vie meilleure, pour d'autres, vivant de l'exclusion sociale, un endroit où cohabiter en toute sécurité et en étant respecté par ses pairs. Et bien d'autres situations de vie peuvent également être vécues par des ménages qui requièrent l'accessibilité à un logement social et communautaire. L'univers du logement social communautaire québécois va au-delà des organismes offrant du logement. Il rassemble également des groupes de citoyens qui défendent l'idée du droit au logement, un droit fondamental pour tous. Ces groupes, comme les comités de logement, sont aussi impliqués pour mobiliser les personnes en quête d'un logement social et communautaire et les appuyer dans la mise sur pied de projets répondant à leurs besoins. En parallèle, de nombreuses initiatives ont été créées afin d'appuyer concrètement le développement et la pérennité du parc. Entre autres, les groupes de ressources techniques, les fédérations régionales, les centres de services immobiliers, les regroupements provinciaux, pour ne nommer qu'eux. Toutes ces ressources ont développé une expertise certaine en immobilier, mais aussi se démarquent également par leur souci du bien-être des individus et des familles ayant des besoins impérieux en logement ou en soutien communautaire, ainsi que par leur connaissance fine de leur réalité. Et nous ne pouvons passer sous silence que tout ce beau monde collabore avec le gouvernement municipal, provincial et fédéral, autant qu'avec la Société d'habitation du Québec, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. En fin de compte, ce sont véritablement des dizaines d'organisations qui travaillent activement et qui sont mobilisées autour du logement social communautaire, en amont et en aval. Le plus grand problème aujourd'hui, malgré le bon vouloir de tous, et que nous ne pouvons que constater en 2024, c'est qu'il manque cruellement de logements pour combler tous les besoins. Nous nous devons de constater que le mode de financement actuel au Québec ne nous permettra pas à court, moyen ou long terme de combler tous les besoins, ni même de s'en rapprocher. Les besoins en logements sociaux communautaires au Québec, comme ailleurs au pays, sont énormes. C'est pourquoi les acteurs québécois du logement social communautaire ont uni leurs forces et leur expertise afin d'apporter des éléments nouveaux et pertinents pour stimuler la réflexion sur le financement du logement hors marché spéculatif au Québec. Et ce, après avoir pris connaissance de l'étude dont Chantal nous parlait plus tôt. Et en fait, si nous voulons changer les choses, si nous voulons jouer un rôle prépondérant dans l'atteinte de l'équilibre du marché locatif dans son ensemble, et surtout répondre aux besoins impérieux de la population en matière de logement, pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se fait dans des pays qui ont atteint 20 % de logements sociaux sans but lucratif hors marché privé? Présentement, au Québec, ce pourcentage est autour de 10 % de l'ensemble du parc locatif, soit environ 160 000 logements à but non lucratif. Mais pour répondre aux ménages qui ont des besoins impérieux, soit grosso modo 173 000, et c'est peut-être même sous-estimé, 173 000 ménages présentement, il faudrait doubler ce parc de logements. Et c'est aussi pourquoi nous sommes tous réunis, près de 400 personnes dans cette salle aujourd'hui. C'est le fruit de nos actions, de nos réflexions en tant que spécialistes de l'habitation hors marché spéculatif, auquel nous vous convions. Nous voulons, par ces 2 journées, que les autres spécialistes dans leurs domaines respectifs, gravitant de près ou de loin autour du monde de l'habitation, puissent comprendre ce qui se fait dans d'autres sociétés et comment nous pouvons nous inspirer collectivement des meilleures pratiques, et ce, sans changer l'ADN du modèle québécois. Aujourd'hui, nous ne décidons rien. Nous prenons connaissance de ce qui se fait ailleurs, nous constatons, nous analysons, et évaluons les possibilités de nouvelles opportunités pour le financement du logement social et communautaire au Québec. L'information recueillie lors de cette première journée nous permettra, au cours de la 2e journée, d'entamer des discussions autour de mesures concrètes que nous pourrons tous rapporter au sein de chacune de nos instances pour continuer la discussion. Donc, je nous propose d'être curieux, d'être ouverts à d'autres perspectives et de rêver à un développement bonifié du parc de logement hors marché spéculatif québécois. Et pour votre information, un rapport de cette 2e journée sera également produit et diffusé, donc vous aurez accès évidemment à ce rapport. Pour la suite des choses aussi, ça ne se termine pas juste sur les 2 jours aujourd'hui, cette démarche. Pour terminer, le comité organisateur de ces journées de réflexion
tiennent à remercier les précieux partenaires qui ont cru en notre démarche et sans qui ces journées n'auraient probablement pas eu lieu, à savoir notre partenaire principal, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, en collaboration avec BFL Canada, courtier du programme d'assurance Sequoia des OSBL d'habitation, et avec le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon et de la Ville de Montréal. Par contre, nous aimerions également remercier la Société d'habitation du Québec, le Centre de transformation du logement communautaire et également un merci spécial à Centraide du Grand Montréal. Et en parlant de la Caisse d'économie solidaire, c'est maintenant à eux de s'adresser à cette super assemblée. J'invite donc au micro Gary Lavoie, président du conseil d'administration de la Caisse. Merci. Alors, bonjour à tous. Écoutez, c'est un privilège de m'adresser à l'ensemble des gens qui sont présents. C'est vraiment au-delà, je pense, pour tous les organisateurs, au-delà des espérances en termes de nombre de personnes. C'est aussi un privilège pour la Caisse d'économie solidaire d'avoir été invité à participer au comité organisateur et à vous saluer ce matin. Vous portez un projet de société, celui de fournir des logements coopératifs et à but non lucratif à celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et veulent vivre dans un logement abordable et sécuritaire. On ne le dira jamais assez, bien se loger selon ses moyens est nécessaire pour rester en santé, pour trouver un équilibre de vie, pour être en mesure de concevoir des projets et les réaliser. Ce projet, vous le menez de front ensemble, OSBL, Coop, GRT, Frappru. Sortir de cette crise, vous le dites depuis longtemps, ça ne se fera pas en pièces détachées, comme l'a décrit l'éditorialiste de la presse Stéphanie Grandmont. On en sortira parce qu'on s'y mettra tous ensemble. Le projet de société est plus grand que chacun de nous. Nous cumulons nos efforts. À la Caisse, sur notre terrain, on vous a lancé une piste pour accroître le financement complémentaire du logement hors spéculation, celle des caisses de retraite. Nous continuons à défricher et on le fera avec vous. En étant branchés comme vous l'êtes sur le terrain, sur les besoins du monde ordinaire, vous avez avec vous une grande partie de l'opinion publique. Dans ces conditions, ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses devant l'urgence d'agir. Nous avons la conviction que le grand mouvement de l'habitation sociale et communautaire au Québec convainc une grande partie de la population. Bien des spécialistes de l'habitation le confirment depuis longtemps. Le logement social et communautaire est la solution pérenne à privilégier face à la crise du logement. Aujourd'hui et demain, nous allons en faire la démonstration et travailler ensemble pour l'obtenir. Oui, il faut 20 %, je dirais 22 % parce que c'était dans le document, tant mieux, ça continue à monter, le logement social et communautaire au Québec. Oui, ensemble, nous avons l'expertise pour élaborer des propositions structurées, ambitieuses et réalistes pour présenter des solutions pérennes face à la crise du logement aux décideurs politiques. Oui, le réseau des partenaires dont nous faisons partie est visionnaire. Le mouvement de l'habitation sociale et communautaire poussera éventuellement tout le système à adopter cette vision pour le bien de l'ensemble des citoyens dans l'ensemble des régions du Québec. Je tiens à le souligner à nouveau, le grand mouvement de l'habitation sociale et communautaire au Québec rallie une grande partie de la population. Votre regard militant est visionnaire. Nous souhaitons que ces 2 journées, ce regard posé sur le passé, l'avenir et ce qui se fait ailleurs, nous propulsent, organisations et citoyens militants, sur des pistes de travail qui construisent de solides fondations à la cohésion sociale. Alors, je nous souhaite une bonne rencontre et une très bonne réflexion. Merci à tous. Merci, M. Lavoie. Merci. Un dernier invité avant de s'attaquer à la situation en France. J'invite Benoît Doré, le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques à la Ville de Montréal, à prendre la parole. M. Doré. Toujours un peu spécial, ces photos corporatives. Alors,
Bonjour tout le monde. La mairesse de Montréal me demande de vous transmettre ses meilleures salutations et elle sera avec nous un peu plus tard aujourd'hui. Alors, ça me fait vraiment plaisir de lancer aujourd'hui ces 2 journées de perspective internationale sur le logement. En ce moment, on est dans un moment assez fébrile. Je vois ma collègue Despina Sourias qui est élue dans Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce au comité exécutif. Elle est conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc locatif. Et je vois derrière Clotilde Tarditi, directrice du service de l'habitation. Puis on travaille les 3 avec tellement de gens dans un contexte qui est tellement pas facile, mais où ça nous permet actuellement, à force de voir différentes initiatives, à voir qu'on ne se laisse pas abattre, de voir qu'on entreprend des collaborations inédites, des partenariats, des initiatives qui sont vraiment extraordinaires. On se dit, on va y arriver. Avec l'ensemble des pouvoirs publics également, donc les élus ici des différents paliers de gouvernement sont là. Alors, je pense que c'est une démonstration que la journée est plus qu'utile. Elle est vraiment très nécessaire. Alors, on est dans un contexte qui n'est pas facile. Je vous apprends rien, là. Tout le monde parle de la hausse des taux d'intérêt. Tout le monde parle de la pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde parle actuellement des coûts des loyers qui ne cessent d'augmenter, des rénovictions. Bref, il y a énormément de choses qui ne vont pas bien. Ceci dit, on ne voit jamais autant d'initiatives, je le disais, de partenariats, de collaboration pour réussir à passer à travers cette crise, mais passer aussi à travers cette crise de façon durable. Et je pense que le mot d'ordre, ce qu'on entend partout, c'est qu'il faut travailler ensemble. Et c'est ce que la Ville de Montréal a fait il y a 2 ans. Alors, vous savez que l'habitation, depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2017, on en fait un cheval de bataille. En 2021, on s'est dit, OK, c'est correct, on a fait quand même un certain bout de chemin, mais il faut augmenter la cadence. Il va falloir être capable de livrer encore plus la marchandise. Puis, on a invité des partenaires du milieu de l'habitation. Et là, on parle du milieu privé, du milieu communautaire, de l'institutionnel, des pouvoirs publics, à intégrer une démarche que nous avons appelée le chantier Montréal abordable. On s'est dit avec des gens d'autant d'expertise, avec des gens qui viennent des différents horizons, qui ne voient pas toujours les choses du même œil, parfois même avec des vues un peu divergentes. On s'est dit, le chemin va être compliqué, mais on est certain qu'on va avoir tout le monde alentour de la table, puis au fur et à mesure, on va réussir à faire quelque chose. Et on le voit près de 2 ans plus tard, avec un rapport intérimaire qui est sorti l'année passée, bien, on a livré hier des recommandations importantes. Alors, merci beaucoup à Edith qui est ici, qui se passe de présentation, bien sûr, mais ça a été ma bien-aimée coprésidente avec Roger Plamondon également, qui est président sortant de Brocolini. Et on a voulu vraiment retourner toutes les pierres à la Ville de Montréal. Parce qu'on s'est dit, oui, on comprend que le logement social et abordable, c'est l'affaire des gouvernements du Québec, du Canada, mais les villes doivent être mises de plus en plus à contribution et les gens demandent à ce que les villes soient mises de plus en plus à contribution. Alors, on s'est dit, bon, ben, allons-y, avançons. On a retourné toutes les pierres. On a fait en sorte de modéliser un certain nombre d'affaires, d'analyser, de vraiment se dire, OK, quand on parle de financement, bon, ben, on va modéliser des affaires avec des proformas de projets. Est-ce que c'est mieux de mettre de l'argent à tel moment dans le projet, à tel autre moment? Est-ce que si on doit arriver avec des crédits, les crédits arrivent où exactement? Si on a créé des nouveaux programmes et on a modélisé comme ça. Alors, aux gens qui nous disent, oh, ça a pris quand même presque 2 ans à arriver à ce rapport-là. Tu sais. Oui, mais si vous saviez la quantité de travail pour les gens qui se sont mobilisés, et M. Lavoie, merci à la Caisse d'économie solidaire des Jardins d'avoir été membre vraiment du chantier Montréal abordable. Votre DG a fait un travail vraiment excellent. Marc Picard a été un bon partenaire. Alors, on s'est dit, on va retourner toutes les pierres, on va être capable de faire en sorte là, qu'on livre des recommandations qui vont être faisables, qui vont être crédibles, que la Ville de Montréal et les autres partenaires vont être capables d'incarner dans des mesures vraiment
qui vont mener à des vrais résultats. Trop souvent, on a ça, des rapports où on se dit, ben il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et puis c'est intéressant, mais après ça, ça s'incarne comment, ça s'opérationnalise comment. Et c'est pour ça qu'on est autant fiers de ce qui a été fait. Alors, un énorme merci aux gens qui ont fait partie du chantier Montréal abordable. Dans les conclusions, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un rattrapage à faire en matière de construction. Et si on veut voir les prochaines années, là, être capable de suivre la cadence de la population, mais en même temps en prenant en compte actuellement là, ce qui est possible de livrer dans le privé. Et on parle du privé parce que c'est eux autres qui construisent. Alors que le projet soit communautaire ou qu'il soit 100% privé, c'est quand même un entrepreneur privé qui le fait. Alors, le milieu en ce moment de la construction, qu'est-ce que ça donne? Bon, il y a une partie du gouvernement du Québec, il y a des projets de loi, il y a un paquet d'affaires. C'était pas notre champ à nous. Alors, c'était pas là. On s'est dit, parfait, on va prendre ça. 120 000 constructions en 10 ans. Ça, c'est réaliste. C'est ambitieux, mais c'est réaliste. Et sur ces 120 000-là, bien, on devra, en dedans de 10 ans, en avoir 40 000 de hors-marché. Alors, hors-marché, parce que des OBNL, parce que des coopératives, parce que des FUS, parce que des paramunicipales, ça a fait ses preuves, ça gère bien, et surtout, dans le temps, ça conserve des prix qui ont du bon sens et qui sont bas et qui vont, dans le fond, satisfaire les besoins des gens. Alors, on s'est dit, le hors-marché, 40 000. Mais parce qu'il faut faire en sorte que ça aille vite aussi, parce que la construction, quand même qu'on se dit que ça va aller, puis qu'on coupe dans le red tape à la Ville de Montréal, parce que c'est une des réponses qu'on a données hier à la Ville de Montréal. Il faut s'assurer que les permis, on réussisse à ce que les permis de plein droit, des projets de plein droit, ceux qui ne demandent pas d'avoir un peu plus d'autres, à une marge de recul différente, un changement de zonage. Bref, il y a plus de dérogations des fois que d'affaires de plein droit. Mais pour ces permis-là, on sera capable de le faire en 120 jours. Donc, on coupe dans le red tape. C'est correct, on va être capable d'y arriver. On met en place d'autres mesures. Mais ce qui va vite, puis qui protège les gens rapidement de toute rénoviction, d'éviction de toutes sortes, de reprise de logements et puis de hausse de loyers abusives, bien, c'est de les ressortir du marché spéculatif. Alors, vraiment d'arriver, ça, on est capable, puis on se dit, ça peut aller vite. Il faut voir les conditions pour les faire, on va être capable de le faire, mais il faut en sortir. Dans les 10 prochaines années, on peut en sortir 20 000 comme ça. Et dans les 24, 25, 26 à la Ville de Montréal, on se dit que c'est ambitieux, mais c'est faisable d'en sortir comme ça et d'en construire 8 000. Donc, c'est ça l'objectif. Hier, on s'est dit, on est capable de faire ça. Ça fait 2 ans qu'on regarde les choses puis qu'on les analyse, puis la Ville de Montréal a le pouvoir, pour certaines affaires, de le faire. Donc, on va mettre tout ce qu'on peut. Puis, on va être capable de mettre encore plus d'argent. Donc, dans les 3 prochaines années, 8 000. Et on va, comme ça, y arriver, passer le parc locatif de 7 % actuellement de hors-marché. En 2027, le faire grimper à 8 %. 2034, on sera rendu à 12 %. Et à la Ville de Montréal, on croit que l'ensemble du parc locatif devra être à 20 % de hors-marché en 2050. On va y arriver avec différentes mesures et c'est pourquoi hier, la mairesse de Montréal, en terminant, a annoncé donc, oui, les permis, mais également un fonds de démarrage pour du pré-développement. On a annoncé 3 millions en 3 ans pour faire en sorte que des projets s'élèvent de terre ou des projets qu'on réussisse à les sortir du marché spéculatif. Alors, vous me direz, ça prend pas mal plus que ça. Effectivement, mais je pense que c'est un bon démarrage, c'est un bon début à la Ville de Montréal. Et donc, ça, c'était les 2 premières mesures de Loger Plus. Alors, à retenir, parce que les gens hier ont beaucoup retenu les permis de construction, mais on lançait Loger Plus, des réponses concrètes au rapport du chantier Montréal abordable, aux besoins des Montréalais. Alors, 2 premières mesures d'une série d'autres mesures. Alors là-dessus, merci beaucoup tout le monde. Les Québécois et les Québécoises ont besoin de nous tous, ont besoin que ça sorte. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée. Merci, M. Doré. Merci. De beaux objectifs. On a pris des notes, M. Doré, là.
Alors, écoutez, on va passer au bloc des présentations des 3 modèles qu'on va vous présenter ce matin, la France, le Danemark et l'Autriche. Les invités français et autrichiens sont avec nous. Les Danoises ne pouvaient pas venir à Montréal, donc ça va se passer par visioconférence. Après la pause, parce que j'ai oublié de vous dire, puis je vous rassure, il y aura une pause après la présentation de M. Canu. Le lunch est prévu autour de 12h30 et il y aura une pause également en après-midi, évidemment. Le bloc de ce matin vous est présenté par BFL Canada, qui est un des partenaires de l'événement. Chaque présentation va durer une trentaine de minutes. On a pris un peu de retard. Je vais laisser Mélanie gérer les chronos. M. Canu, je vous invite à prendre place. Chaque présentation, 30 minutes. Il y aura une période de questions avec vous d'une durée de 15 minutes à peu près. Christophe Canu, il est adjoint directeur des études et responsable du pôle des études économiques et financières à l'Union sociale pour l'habitat, l'USH. Donc, M. Canu va nous parler de l'historique, des moments forts et surtout du modèle, de ce qui caractérise le modèle de financement français. M. Canu, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis très, très content d'être là. Donc, je représente l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'union de 5 fédérations d'organismes HLM, donc, notamment les 2 plus grosses fédérations en termes de logement locatif, les offices publics d'habitat, qui sont des établissements publics avec des collectivités qui sont à la manœuvre dans la gouvernance, et les entreprises sociales pour l'habitat, anciennement SAHLM, donc c'est vraiment les sociétés privées à but non lucratif, ainsi que les 3 autres fédérations, coopératives HLM, Union d'économie sociale pour l'accession sociale à la propriété. J'en parlerai très peu aujourd'hui, mais l'accession fait vraiment partie de la politique du logement en France, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis les associations régionales, puisque l'Union sociale pour l'habitat a des délégations dans toutes les régions en France. Donc, je vais commencer par vous faire présenter des petites cartes postales du passé, puisque nos organismes HLM ont tous, dans toutes les familles, je reviens en arrière, ont tous plus de 100 ans. Et voilà les noms et les portraits des pères fondateurs un petit peu du mouvement. Jules Siegfried, ancien maire du Havre. La salle du Conseil à Paris, là, porte son nom. Pour nous, c'est la salle Siegfried. C'est là qu'on fait nos comités exécutifs. C'est lui qui a créé les SA d'HBM à l'époque, Habitation à bon marché, en 1894, donc ça ne nous rajeunit pas. Laurent Bonnevet, en 1912, a créé les offices. Laurent Bonnevet, qui a été garde des Sceaux dans les années 20. Les SACI, donc les fameuses sociétés pour l'accession à la propriété, c'était 1908. Je n'ai pas mis, mais les coopératives HLM, c'est la loi Strauss, 1906. Donc vous voyez, toutes les familles, c'est vraiment de cette époque. Voilà, donc si on remonte à la toute première intervention publique pour le logement, il faut même remonter à 1850. Et c'était vraiment des questions d'insalubrité. C'était vraiment pour répondre aux épidémies de choléra et de tuberculose qui tuaient et faisaient des milliers de victimes dans Paris à cette époque. Donc, on a commencé par là, et c'était vraiment pour des questions de salut public. Les toutes premières initiatives, ce n'étaient pas des initiatives des pouvoirs publics, c'était des initiatives privées. De l'époque, c'était les patrons qui... J'appuie 2 fois, je ne sais pas ce qui se passe. C'était les patrons qui avec des visées utopistes, philanthropiques, mais pas que, aussi intéressés. C'est-à-dire de dire, si je loge bien mes salariés, s'ils sont bien logés proches de l'usine, ils seront plus productifs. Il y a un côté aussi un peu paternaliste, on peut tout y voir, mais c'est vraiment l'histoire de France. Ça a commencé comme ça, et ça nous a marqué jusqu'à maintenant. C'est ce que je vais en venir, mais on a toujours une participation des entreprises dans le logement des salariés. Donc là, c'est le Familistère de Guise, qui est très connu, donc pas loin de la Belgique, et c'était vraiment une dimension un peu utopiste, avec l'industriel Godin qui voulait vraiment réinvestir les bénéfices pour faire des écoles, enfin vraiment pour créer une communauté et une bonne répartition entre capital et travail.
cité patronale de Noisiel. Ça, c'est les chocolats Meunier. Mais bon, on va arrêter les petites pauses gourmandes et revenir au présent. Donc aujourd'hui, en France, on a presque 38 millions de logements, dont 31 millions de résidences principales. Et vous voyez que le parc social pèse, oui, on a dit 20%, c'est un petit peu moins de 20%. Disons qu'il y a un peu moins de 60% d'accession. Sur les 40 et quelques pourcents qui restent, le parc social représente un peu plus de 40%. Donc on n'est pas loin de 20%. On est peut-être à 18. 5,4 sur 30,9. Je passe à la suite pour me concentrer sur les 5,5 millions de logements. Mon mouvement, l'Union sociale pour l'habitat, c'est ce qu'on appelle HLM, c'est 83% du total. Il y a d'autres familles, notamment les SEM, Sociétés d'économie mixte, qui ont été créées plutôt dans les années 60. Et c'est des sociétés privées avec un actionnariat à 51% public. C'est plus large que le logement social, c'est n'importe quel domaine d'intérêt général. Donc il y a des SEM qui font de la distribution d'eau, des parkings, etc., etc. Il y a même la SEM de la Tour Eiffel pour organiser le tourisme. Voilà. Et donc vous voyez que les deux plus grosses familles, c'est bien celles que je vous ai dit, et il y a les coopératives qui ont une part non négligeable, 4% du total. Mais les coopératives sont un peu plus spécialisées chez nous dans l'accession. J'avance. Alors là, vous avez une présentation, je ne rentrerai pas complètement dans le détail, parce que vous aurez la présentation, je pense. Donc vous pourrez étudier en détail les chiffres. Ça vient des comptes du logement. Ça, je vous conseille de regarder sur Internet. C'est vraiment la statistique publique, avec des méthodes très rigoureuses statistiques, et qui présentent vraiment l'état du financement du logement. C'est plus large que le logement social. Donc là, les aides pour le logement, c'est à peu près 40 milliards. Là, en 2021, c'était 38,2. Elles se répartissent en bleu et en rouge entre les aides à la personne et les aides à la pierre. On voit que pour le parc social, donc pour les bailleurs sociaux, le total, c'est 6 milliards sur les 38. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que les 38, c'est ce que ça coûte en aide publique, mais il y a des recettes. Le logement génère des recettes, des rentrées fiscales qui sont plus du double de ça. C'est 80 milliards de recettes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on récupère 80 milliards d'aides, absolument, mais c'est pour remettre en perspective. J'avance. Donc le détail des 6 milliards d'euros, on voit qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des aides fiscales. Ça, c'est vraiment les pouvoirs publics qui ont une préférence aujourd'hui pour se passer de recettes fiscales plutôt que d'apporter des crédits budgétaires directs. Et on a une partie non négligeable, c'est les avantages de taux. Je vais y revenir parce qu'on a des partenaires qui nous prêtent à des conditions très privilégiées. Donc sur les aides fiscales, on a des allègements de taxes foncières, des réductions de TVA, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, et puis d'autres. Mais au total, c'est essentiellement, c'est beaucoup d'aides publiques, mais essentiellement via des aides fiscales aujourd'hui. Et si on prend un petit recul sur le temps long, on voit que le poids des aides au logement, c'est à peu près, ça a toujours été entre 1,5 et 2%, qu'aujourd'hui, on est plutôt sur la tendance récente, on est plutôt en baisse et on atteint un point bas avec 1,5%. On a plutôt été autour de 2 dans le passé. Et ça se décompose toujours on voit qu'il y a des tendances entre aide à la pierre et aide à la personne. Ça aussi, je vous laisserai regarder plus en détail chaque chiffre. On ne va peut-être pas commenter toutes les évolutions de chaque année depuis 1984. Donc, la politique du logement en France, ça s'articule autour de 3 axes. Je mets de côté les aides à l'accession, donc moi je vais dire que ça s'articule autour de 2 axes. Les aides à la pierre qui permettent de réduire les loyers, et les aides à la personne qui permettent, à loyer donné, pour les ménages les plus modestes, de payer ce loyer.
Et aujourd'hui, on a des débats sur les aides à la personne parce que les aides à la personne, c'est 200 € par mois, mais c'est donc tous les mois, et c'est pour 6 millions de bénéficiaires. Donc je vous laisse faire là aussi le calcul, c'est des milliards d'euros. Donc le gouvernement actuel essaye de trouver des pistes d'économie, mais ce n'est pas le premier gouvernement à faire ça, c'est depuis carrément leur création qu'on essaye de contenir un petit peu les évolutions, parce qu'en fait, j'y reviendrai plus tard, mais ça coûte très cher à plusieurs titres, puisque les loyers augmentent, il faut augmenter les aides, et puis le nombre de ménages pauvres augmente, donc on multiplie par plus de monde. Hein. Donc évidemment, les aides à la personne, ça coûte cher. Donc les grands débats, avantages comparés, aide à la pierre ou aide à la personne, j'ai un petit peu ouvert le sujet, mais pour nous, c'est la réforme de 1977, donc vous voyez, c'est les grands anciens chez nous qui en parlent encore, parce que ça a été des combats très acharnés à l'Assemblée. Donc il y avait les tenants plutôt des aides à la pierre qui permettent de baisser les loyers, de peser sur le marché. Hein. Ce qu'on a dit, c'est d'éviter l'aspect de marché qui s'enflamme, spéculation, etc. Et surtout de peser aussi avec un État fort qui pèse aussi techniquement sur les projets, sur la localisation des projets, enfin, qui a un vrai impact sur l'implantation des logements et puis sur la qualité des logements et où ils sont produits. Et de l'autre côté, on avait les tenants. Donc à l'époque, c'était un choix assez rationnel à la fin des années 70 de penser que on avait fini une phase de reconstruction des années 45 à 70 et qu'on était plutôt dans une phase où on pouvait laisser faire le marché et que l'État pouvait se désengager un peu financièrement en se disant si on aide les ménages les plus... Enfin, si on aide moins en termes d'aide à la pierre, les loyers vont augmenter. Si on aide les ménages les plus modestes via une aide à la personne à payer ses loyers et qu'à terme, il y a de moins en moins de ménages modestes, le calcul était vraiment fait comme ça à l'époque, que ça coûterait moins cher à l'État et à la puissance publique de ce modèle-là. C'est plus facile à dire maintenant, une fois que c'est passé. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les années 70, c'est le choc pétrolier, le chômage de masse, et puis donc un coût, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coût qui n'a fait que dériver, qui a été explosif en termes d'aide à la personne. Donc de toute façon, il n'y a pas eu suppression des aides à la pierre pour les aides à la personne. C'était un changement de curseur, un transfert partiel. Une partie des aides a basculé des aides à la pierre vers les aides à la personne. Pour nous, c'est très clair que tout ce qu'on a construit avant 77, qu'on a toujours comme parc dans les 5 millions et demi de logements, tout le parc construit avant 77 est avec des loyers plus bas que ce qu'on a construit depuis. C'est clair et net. La force de notre parc à loyer bas, c'est les années avant 77. Voilà. Donc, la force du parc social français, c'est en moyenne, vous voyez, 200 € de moins que le secteur libre. C'est 200 € par mois, hein, parce que là, c'est des montants annuels. Et on voit bien que ce n'est pas la partie en rouge et en jaune, qui sont les charges et l'énergie qui... Là, les coûts sont comparables. En revanche, sur la partie loyer pur, le parc social, heureusement, puisqu'on a été aidé pour ça, le loyer du parc social est inférieur de 200 € par mois environ au loyer du parc privé. Et dans les grandes villes les plus chères, cet écart est d'autant plus grand. À Paris, c'est le double. Voilà. Donc, comment on a financé ces logements? Historiquement, on avait un partenaire depuis toujours, la Caisse des dépôts et consignations, créée dans les années 1816, et avec le livret A créé en 1818. Donc c'était vraiment pour solder les dettes des guerres napoléoniennes. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, vraiment des parenthèses historiques, mais c'est important de voir que on n'a pas décidé de créer le livret A hier. Et depuis 1905, on a décidé que les dettes des guerres napoléoniennes étant soldées, il fallait utiliser cet argent à quelque chose d'intérêt général. Et c'est vraiment, on a choisi, ciblé prioritairement la construction de logements sociaux. Le livret A,
aujourd'hui, c'est la force du modèle, hein, je pars par là, c'est d'abord parce que les épargnants aiment se livrer. C'est un rendement sécurisé, une disponibilité des fonds placés, une exonération d'impôts et de prélèvements obligatoires. Donc aujourd'hui, c'est à 3%, et ça se gère comme un compte courant. Donc tous les Français ont droit, on ne peut pas, à une époque, il y en a qui ouvraient un livret A dans chaque banque. Aujourd'hui, tout est un petit peu numérisé, ça se repère tout de suite et c'est interdit. Hein. On peut avoir un livret A par personne dans une banque. Voilà. Et donc, la force du modèle, c'est de pouvoir transformer cette grande manne d'argent en des prêts très très longs, donc 40 ans en moyenne, ou plus. Hein. La spécificité, c'est que c'est à taux variable, c'est quasiment impossible de transformer ça en taux fixe. C'est bien le taux qui est donné à l'épargnant, plus une marge qui donne le taux du prêt. Donc si le taux du livret A monte, les remboursements auprès de la banque augmentent en parallèle, et inversement. Voilà. Donc aujourd'hui, on a... notre partenaire historique, c'est la Caisse des dépôts, et c'est à tel point que les logements sont confondus avec le prêt qui les a financés. On parle de logements PLAI, ce sont les prêts locatifs aidés d'insertion, les plus PLUS, prêts locatifs à usage social, prêts locatifs sociaux. Au départ, ce sont des prêts, et ça s'est transformé en nom des logements. C'est des catégories de logements, parce qu'en fait, la bonification du prêt est d'autant plus forte que les contraintes en termes de plafond de ressources et plafond de loyer sont importantes. Voilà, le PLAI, c'est le produit le plus social et c'est aussi celui qui est le plus aidé, bonifié par la Caisse des dépôts. Et le PLS, le moins social. Voilà. Et donc, ces 40 ans ou plus, on a fait une distinction importante. La Caisse des dépôts prête sur plus que 40 ans sur tout ce qui est foncier. L'achat du terrain, on peut emprunter jusqu'à 50, 60, voire 80 ans. Alors, comme c'est vraiment la spécificité du modèle français, je rentre dans le détail du circuit du livret A, qui est assez intéressant. Donc, vous voyez, l'épargnant ouvre un livret auprès de ça. Alors, il y a livret A, il y a aussi le livret de développement durable et solidaire, et le LEP, qui est un livret d'épargne populaire, qui est réservé à des gens sous conditions de ressources avec des taux encore plus avantageux. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais quand on parle des fonds d'épargne, on parle des trois livrets. Et vous voyez, les sommes donnent le tournis 640 milliards d'euros aujourd'hui. Donc l'épargnant ouvre un de ses livrets auprès de sa banque. Et la banque centralise 60% de ses sommes directement auprès de la Caisse des dépôts. Les 40% restants financent des PME, des réhabilitations, etc. Donc la banque peut... Alors là aussi, il y a des débats, parce que des fois, la banque aimerait que ce 60-40 soit modifié, parce qu'ils ont plein d'utilisations des 40%, puis des fois, ils disent pourquoi pas centraliser 100%, parce que finalement, ça ne nous intéresse pas. Donc les banques, ça dépend des moments, c'est assez conjoncturel. Mais aujourd'hui, c'est prévu, c'est réglementaire, les textes prévoient que 60% des sommes retournent à la Caisse des dépôts, contre rémunération de l'ordre de 0,3%. Donc la banque est payée pour gérer ses livrets, à hauteur de 0,3%, et elle peut utiliser 40% des sommes. Les fonds d'épargne, donc ce qu'on appelle les fonds d'épargne, c'est la partie de la Caisse des dépôts qui gère ces crédits-là. Ils flèchent prioritairement vers les organismes HLM, donc nous, et les politiques de la ville. Ils peuvent faire d'autres investissements d'intérêt général vers les collectivités locales, transports, universités, hôpitaux. Ce n'est pas une liste complètement fermée. Et ils peuvent placer le surplus, placement financier, très encadré. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ces sommes. Il faut quand même que ce soit ultra sécurisé. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? L'État récupère de l'argent sur les bénéfices, mais d'un autre côté, défiscalise tous les produits d'intérêt pour l'épargnant. Et le modèle est ultra sécurisé aussi parce que les collectivités locales
apportent leur garantie aux bailleurs HLM, garantie gratuite. C'est-à-dire qu'un bailleur HLM qui ne peut pas assurer son échéance, c'est le garant qui paye. Il se trouve que les collectivités ne sont jamais appelées en garantie parce que les bailleurs sont bien gérés, et parce que les organismes HLM sont bien gérés depuis des années et qu'ils sont en bonne santé financière. Et il y a aussi une autre spécificité française, c'est la CGLLS. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que mon temps est compté, mais je suis à votre disposition si vous voulez après discuter avec moi. Je suis un ancien de la CG2LS, je connais très bien. C'est une caisse de garantie du logement locatif social qui garantit quand les collectivités ne peuvent pas ou ne veulent pas garantir les prêts, parce que c'est une obligation, mais si une collectivité n'a pas les moyens de garantir, elle ne garantit pas, mais il y a une caisse, une espèce de sécurité sociale des bailleurs HLM, où chacun cotise et ces sommes permettent de garantir les prêts et puis d'aider ceux qui sont en difficulté. Il y a une forme de mutualisation. Et donc, comme la sécurité sociale, tout le monde râle parce que c'est trop cher, mais tout le monde préfère être en bonne santé que malade. Voilà. Et je ne vais pas beaucoup plus loin sur... voilà, vous voyez que c'est quand même un circuit assez complexe, mais qui est assez vertueux, c'est-à-dire que les sommes sont disponibles et puis elles permettent de faire des tas de choses. Alors là, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les chiffres, mais vous avez en vert les encours de prêts. C'est quand même 174 milliards d'euros aujourd'hui d'encours de prêts aux organismes de logement social, plus les politiques de la ville. Vous voyez en rouge les fameux 60%. Donc on ne sature pas aujourd'hui. Si on voulait augmenter les investissements, on pourrait, sans problème. On aurait les crédits. Et c'est la grande force du modèle, c'est qu'en France, depuis 100 ans, on n'a jamais eu de problème de liquidité. Parce que la Caisse des dépôts a une somme gigantesque d'argent qui viennent du fait que le livret A reste le produit d'épargne préféré des Français. Et donc, si on regarde en bleu, je vais peut-être passer parce que je le détaille dans l'autre graphique, on a une accélération post-Covid et post-période actuelle, où en fait, il y a une surépargne, et la collecte ne fait qu'augmenter. On est, donc je vous disais, presque 640 milliards d'euros à fin 2023. Et à tel point que, en fait, des questions se posent de plus en plus de quoi faire avec l'argent qui n'est pas fléché vers le logement social. Et notamment, il y a eu des velléités de financer les centrales nucléaires, voire l'armement. Et là, ça crée des débats houleux et assez passionnés. Voilà. Donc, si je reviens vraiment au modèle de financement, on voit bien que, en fait, comme pour tous les acteurs du secteur immobilier, un bailleur social, il finance par l'emprunt. Il ne va pas s'amuser à payer cash le logement qui est construit. Donc, une grosse partie de l'emprunt, enfin de l'investissement, c'est de l'emprunt, et ce sont les loyers futurs qui permettent de rembourser l'emprunt. Ça, c'est la base d'un projet immobilier. Un bailleur social, on lui demande de trouver, c'est pas de faire du bénéfice, c'est de trouver un équilibre économique sur 40 ans. C'est-à-dire qu'il faut que les loyers qu'il va toucher sur 40 ans payent non seulement le prêt de la Caisse des dépôts, mais aussi la gestion administrative, la maintenance et travaux, les impôts. Et en fait, l'équilibre économique est assuré projet par projet. La bonne gestion, c'est ça, c'est de ne pas dire j'ai un autre projet très rentable qui me compense mes déficits sur celui-là. On essaye d'avoir un équilibre projet par projet. Et pour ça, on cherche à trouver le loyer le plus bas possible, puisqu'on est là quand même pour loger les ménages les plus modestes. Donc c'est le loyer le plus bas possible. Si on avait toute marge de manœuvre sur les loyers, ça serait très facile d'équilibrer. On prendrait n'importe quel coût et on mettrait le loyer qu'il faut en face. Là, on cherche le loyer le plus bas possible, qui soit payable par les ménages qu'on vise.
Et le tout sans revenir, bien sûr, ça c'est une grande fierté des HLM français, c'est de dire on n'a jamais dénigré la qualité du bâti et le service rendu. On n'a jamais voulu loger à l'économie en disant mais on ne met pas le carrelage, ça fera baisser le loyer. Ça, c'est pas notre façon de voir les choses. Et donc là, ah oui, là il faut que j'appuie. Donc vous avez ce dont j'ai parlé, c'est les frais de gestion, la maintenance, la taxe foncière qui ne démarre qu'à la 26e année parce que, on l'a vu tout à l'heure, il y a des grandes aides qui sont les 25 ans d'exonération, qui sont accordés à tout projet de logement social. Vous voyez même graphiquement à quel point ça peut aider. Vous avez le prêt auprès de la Caisse des dépôts qui est le gros morceau. Je l'ai séparé en deux parce qu'il y a la partie foncière. Et on cherche le loyer. C'est avec des hypothèses économiques. Vous voyez, ce n'est pas une courbe plate, il y a bien une augmentation des loyers. Ça veut dire qu'on a fait des hypothèses d'inflation et des hypothèses de livret A aussi, puisqu'on emprunte à taux variable. Donc on a bien supposé des choses dans ce graphique. Mais c'est bien ça l'idée, c'est qu'on cherche le niveau de loyer qui permette exactement de couvrir les sommes et pas plus. Plus, ça voudrait dire qu'on a voulu gagner de l'argent sur le projet. On peut aller plus loin. Alors, on pourrait aller plus loin que 40 ans, mais on ne le fait pas, parce que c'est sûr que au bout de 40 ans, la partie bleu clair, là, n'existe plus. Donc évidemment, on va gagner de l'argent. On ne le fait pas en se disant qu'en fait, il faudrait réinjecter sans doute des prêts supplémentaires pour les travaux, parce qu'au bout de 40 ans, il y a forcément des travaux à faire sur les logements. Donc évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Là, on se place dans le futur. Hein. Mais c'est comme ça qu'on imagine, qu'on calibre les loyers. Et on ne fait pas non plus d'hypothèse sur l'éventuelle plus-value qu'on pourrait faire si on vendait ce logement au bout de 40 ans. Évidemment, ça pourrait rentrer dans les caisses de l'organisme. Parfois, on démolit le logement et donc ce n'est pas une plus-value, c'est une perte sèche puisqu'il faut payer le coût de la démolition. Donc là aussi, selon le projet immobilier qu'on a fait, ça peut être un bon projet immobilier et il y a de l'argent derrière. Mais de toute façon, cet argent-là, il permet de financer les futurs travaux, mais il ne permet pas de payer les annuités de ce projet-là, puisque ça se passe à la fin. Donc, le schéma général, c'est bien les loyers futurs qui créent une capacité d'endettement. Donc, ça permet de définir un niveau d'emprunt. Et si le niveau d'emprunt n'est pas suffisant vis-à-vis du coût de production, il faut compléter par des fonds propres et des subventions. C'est ça le schéma général. Alors, on peut regarder un petit peu sur les 20 dernières années comment se finance. C'est un logement moyen, c'est vraiment les niveaux moyens de prix. C'est un logement qui n'existe pas puisque je sais pas, ça mélange des studios et des 5 pièces, ça mélange du Paris et de la province, mais c'est une moyenne. Voilà. On voit qu'en 20 ans, les prix ont doublé, notamment parce que le foncier a explosé et parce qu'il y a de plus en plus de normes, des normes thermiques, des normes d'accessibilité, des normes, etc., qui ont toutes du sens. Hein. On est content de les avoir, mais ça coûte cher. Donc on voit bien que les prix ont doublé, que l'État s'est désengagé, mais que les collectivités locales ont apporté des subventions. Le bleu clair a remplacé le bleu foncé. Mais en revanche, ce qui est de plus en plus fort, c'est les fonds propres des organismes. Il y a 20 ans, il n'y en avait quasiment pas, et aujourd'hui, c'est 15% des projets. Et ça me permet de faire une nouvelle parenthèse sur la partie orange, c'est l'intervention des entreprises, ce qu'on appelle PEC, c'est la participation des employeurs à l'effort de construction. Et c'est l'autre partenaire historique du logement social, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Action Logement. Donc on a vu qu'il y avait des initiatives patronales depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, mais en 1953, on a rendu obligatoire une contribution de toutes les entreprises à l'effort de construction. Donc ils devaient cotiser 1% de
de leur masse salariale ou investir cette somme pour le logement de leurs salariés, parce que c'est bien ça le but. Voilà, donc en 1953, on a décidé que ce serait géré paritairement entre le patronat et les syndicats, et que ces sommes-là, les sommes collectées, permettraient de financer les projets et que Action Logement avait des droits de réservation sur les logements qu'ils pouvaient offrir à leurs salariés. C'est ça le système encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Action Logement est devenu un partenaire prépondérant puisqu'il intervient. Les sommes perçues, là, 1% de la masse salariale, ça paye énormément de politiques publiques, notamment la rénovation urbaine. Et Action Logement est entré dans la gouvernance des SAHLM, des ESH, depuis 2003. C'est-à-dire que c'est un partenaire, vraiment, c'est entre la Caisse des dépôts, qui elle-même a Caisse des CDC Habitat, et Action Logement, ce sont deux partenaires ultra présents dans le secteur. Voilà. J'accélère un petit peu. On peut prendre 2 secondes pour regarder macroéconomiquement ce que ça donne. Vous voyez un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. Ça, ce serait un seul organisme qui aurait les 5 millions de logements. Il a 21 milliards de chiffre d'affaires. Il a des dépenses, des frais de gestion, etc. Et donc, il dégage un résultat de 3 milliards, en fait 2 milliards plus les ventes. Là, c'est là qu'interviennent les ventes. On voit bien qu'un organisme, il a 3 milliards d'euros qui dégage, en 2021 en tout cas, et que ça lui permet de financer 15 milliards d'investissements, sachant qu'il emprunte 9 milliards. Voilà. Alors, ce raisonnement-là, il est un petit peu cassé parce que ça, c'était calculé avec des intérêts du livret A à 0,5. Or, le livret A est passé à 3%. Donc, ça aussi, vous avez eu une crise des taux. Là, on voit que le gouvernement est intervenu pour plafonner l'indice de référence des loyers, qui est calculé, qui est une forme d'inflation, qui est calculée à partir de l'inflation. Donc, on voit bien qu'il y a eu une cloche. Et pour contrer cette cloche, l'État a plafonné à 3,5% l'augmentation des loyers pour protéger les locataires. Et elle a protégé en même temps les bailleurs HLM en plafonnant à 3% le livret A, alors que la formule du livret A aurait dû donner 4%. Vous voyez l'effet cloche là. On a limité un petit peu pour sortir de cette période d'ultra-inflation liée à l'Ukraine, etc. Voilà, donc en fait, avec un livret A à 3%, et s'il était à 4%, ça sera encore pire. Si je remonte un tout petit peu en arrière, la partie qui est en bleu foncé, là, 1,9 milliard, a explosé. Elle va doubler, voire tripler. Et donc les résultats vont être très mauvais sur les 2-3 années qui viennent. Tout le monde le sait, puisque le livret A est beaucoup plus... on a une période de taux difficile. C'est valable aussi pour nous, malgré notre modèle de livret A. Ben, quand le livret A est cher, on est en difficulté. Voilà. J'accélère. On est en difficulté aussi parce que on s'est déjà engagé dans des rénovations thermiques très volontaristes et de la décarbonation du parc. Donc il faudrait idéalement augmenter nos investissements et pas rester à 15 milliards, mais possiblement passer à pas loin de 25 milliards, si on ne veut pas sacrifier la production de logements. Et je l'ai passé parce que je l'avais interverti, mais on voit bien que la demande de logement social, elle ne fait qu'augmenter. Il me manque la dernière année, là, c'est 2,6 millions, la dernière année qui manque. C'est-à-dire que la croissance du nombre de demandeurs, elle ne faiblit pas. Ça veut dire malheureusement, je viens pour vous dire que le modèle français a des forces, mais il a aussi des limites, là, aujourd'hui, on ne fait pas le boulot. Le nombre de demandeurs ne fait qu'augmenter. Voilà. Et ça, je passe. Et en fait, il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que non seulement, si le nombre de demandeurs augmente, c'est parce que les gens qu'on loge sont paupérisés. Ils sont plus pauvres que ce qu'ils étaient en 1984. Ça veut dire que les loyers augmentent, les charges augmentent, et les revenus des gens qu'on loge diminuent. Voilà. Donc ça, c'est pour noircir un peu le tableau. Mais en fait, je suis surtout venu vous dire qu'on avait un modèle qui était fort de notre passé, fort de notre modèle avec le livret A, etc. Mais que les défis étaient considérables
Et les défis sont considérables aussi parce que l'État français est en manque de recettes et que nous sommes des partenaires qui sont bien gérés, nous avons de l'argent dans les caisses et l'État a tendance à vouloir, que ce soit nous ou Action Logement, à vouloir prélever, quand il lui manque de l'argent, prélever dans nos poches. Voilà. Donc ça veut dire que la situation est compliquée de toute façon, il faut faire des choix, mais on a quand même un bel outil pour faire des choses. Voilà. Et c'était ça que je voulais partager avec vous. Merci, M. Camus. On va passer à vos questions, donc. Il y a 2 micros dans la salle. On a pris du retard, donc on va, je pense, prendre 1, 2 questions selon la durée de la question et de la réponse. Si vous voulez, c'est la course, là. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Donc, présentez-vous au micro. Essayez de poser la question, je ne sais pas, en une trentaine de secondes, une question par intervenant, et identifiez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on sache qui nous parle au début. Donc, d'abord, monsieur derrière. Bonjour, je m'appelle Éric Michaud, je suis du comité Logement Ville-Marie. Dans votre modèle, vous parlez des taxes foncières. J'ai cru comprendre qu'il y avait une exonération sur 25 ans. Et par la suite, est-ce que les taxes qui sont chargées sont au même niveau que dans le marché privé ou il y a encore là un ajustement, en fait, pour respecter la mission des organismes? Alors, je réponds tout de suite. C'est un sujet extrêmement difficile parce que la taxe foncière, on veut améliorer le système parce qu'on s'est appuyé sur des valeurs locatives. C'est le même barème pour tous les logements, mais les valeurs locatives ont été faites dans les années 70. Et beaucoup, c'est pas seulement la surface, etc. C'est sur les valeurs de confort. Et donc, le parc HLM est plutôt pénalisé par rapport à d'autres parcs parce que tous les éléments de confort sont présents et font augmenter la valeur locative. Et donc après, quand on multiplie par un taux unique, il n'y a pas de taux différencié, mais quand on multiplie ce taux par la valeur locative, le mode de calcul qui est très ancien et qui est surtout, il y a beaucoup de gens qui s'y sont cassés les dents à vouloir changer le mode de calcul, mais comme ça fait pas comme il faut enlever à certains pour redonner à d'autres, c'est quasiment impossible, c'est mission impossible de faire quelque chose qui soit accepté de tous. Et donc on garde. Là, ce n'est pas glorieux pour nous, mais on garde un système qui est hérité des années 70 et qui a ses limites, mais que plus personne conteste. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le garde. On va prendre une autre. On va essayer de prendre les 2 questions qui suivent. Donc, à ce micro, identifiez-vous d'abord. Jean-Christophe Leblond, architecte chez Pivot Coopérative d'architecture. C'est très intéressant de voir les différents modèles de financement. Puis c'est une chose qui a été discutée beaucoup dans les derniers mois face à la crise du logement. Mais je voulais vous entendre sur la question de la volonté politique. Parce qu'on a beau élaborer des systèmes de financement plus ingénieux les uns que les autres. À la base, il y a des gouvernements au pouvoir qui, non seulement ne croient pas au logement hors marché, mais s'opposent à la construction de logements hors marché. Ces discussions me semblent à côté de la problématique majeure. Alors, je peux répondre que pour la France, mais on n'a pas un gouvernement qui est opposé au logement social. On a un gouvernement qui pousse l'idée du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est vraiment dans les villes, les plus grandes villes, pour la problématique de loger les salariés, enfin qu'il n'y ait pas des problèmes d'embauche parce qu'il y a des pénuries de logements. Donc ça, c'est un vrai sujet de toute façon ici aussi, je pense. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que ça se fait au détriment du logement social ou pas? Et puis, il y a la question des APL. Donc là, le logement, déjà, c'est un investissement de long terme. Et donc, quand il y a des problèmes à plus court terme, souvent, on est un peu le sacrifié. Ça, c'est une réalité. Et puis, après, il y a des questions de fond. Par exemple, sur les aides personnelles au logement, tout le monde sait que si on fait des mesures d'économie, ça permet de financer d'autres choses, mais que ce n'est pas indolore. Forcément, il y aura des gens les plus en difficulté dont on n'améliore pas leur situation, au contraire, on la dégrade. Voilà, donc ça, c'est des choix. Je pense qu'aujourd'hui, tous les grands pays occidentaux sont confrontés à ça. C'est qu'il y a
il y a des urgences sur toutes les lignes budgétaires. Donc c'est vrai que est-ce que le logement est mis en priorité ou pas? C'est des bonnes questions à poser à vos députés. Est-ce que, sous-question, est-ce que le logement est-ce que l'État français reconnaît le logement comme un droit? Oui, Oui. ça c'est depuis... Ce qui n'est pas encore le cas ici. Donc, monsieur, une dernière question. Bonjour, Ron Raysad Lebastien, architecte aussi, c'est le micro des architectes, si je comprends bien. J'ai deux questions un peu techniques parce que j'ai vu l'ensemble des coûts moyens de réalisation de vos logements sont autour de 152 000 euros. Ça veut dire que ça représente, si on convertit en nos dollars, la moitié de ce que ça coûte la réalisation du projet ici. Ça veut dire que est-ce que vous avez les secrets? Peut-être vous coupez sur les honoraires, les architectes, mais... Pas sur le parquet, en tout cas. Oui, non, mais c'est pas le moment qui reste là. Mais la deuxième question, c'est, je sais que les taux d'intérêt, c'est TLA plus machin, 3 niveaux, mais aujourd'hui, ça représente quoi le taux d'intérêt sur la partie de l'endettement dans le projet? OK, c'est deux questions. C'est deux questions. Donc, sur la première, j'ai fait la précaution de... c'est que si on prend les coûts parisiens, ce n'est pas du tout ça. Hein, là, on fait une moyenne qui compare des zones rurales, beaucoup moins chères, etc. Et puis, il faudrait regarder la taille. Il y a plein de choses qui faussent un petit peu le calcul si on fait beaucoup de petits logements. On a un déficit de petits logements parce qu'on a, dans le passé, je ne vous l'ai pas dit, mais sur les 5 millions de logements, on a construit beaucoup de logements familiaux. Et aujourd'hui, les demandeurs, c'est des personnes seules ou des couples sans enfants, enfin, en majorité. Donc on a un déficit encore plus fort de petits logements. Donc si on se concentre sur des petits logements, évidemment, quand on regarde un coût au logement, il va être plus bas. Donc il y a plein de biais, en fait. Hein, mais il faudrait regarder des coûts au mètre carré, et Paris et province, et comparer pour voir si Paris-Montréal, ça se compare. Je pense que oui. Éventuellement comparer les honoraires d'architectes, mais on n'a pas le temps. Monsieur Canu, merci beaucoup. Et sur la deuxième partie, je ne me souviens plus de la question, excusez-moi. Ah oui. Les taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est 3% le livret A. Donc, vous avez vu, c'est 3 moins 0,2, 3 plus 0,6 ou 3 plus 1. Ça reste, je pense, intéressant par rapport à du taux fixe qu'on pourrait avoir. On est sorti depuis la crise de 2008 jusqu'à 2022. Le livret A était à 0,5. Voilà. Donc là, le choc qu'on prend, c'est aussi parce qu'on avait oublié que le livret A à 0,5, ce n'était pas normal. Et tout le monde l'avait oublié parce que l'État nous a, j'ai dit fait les poches, c'était pas très élégant comme terme, mais c'est aussi pour ça, parce qu'on était dans une période de taux bas qui nous était très favorable, et donc il y avait de l'argent à prendre. Merci, M. Canu. C'était une présentation fort intéressante. On va revenir sur ce modèle de financement, le livret A, qui, vu d'ici, est un peu... on en voudrait un. Donc, ça fait partie de la réflexion. Vous allez voir que les modèles danois et autrichiens aussi financent la construction de logements sociaux de manière sensiblement différente de ce qui se fait au Canada et au Québec. Donc, on va réfléchir à ça en table ronde en après-midi avec mes 5 invités du Québec. Bien sûr qu'on va essayer de voir si on pourrait élargir les sources de financement disponibles pour la construction de logements sociaux. On fait une pause. Je vous demanderai d'être de retour à 10h15. On a rogné, on vous enlève un petit 5 minutes de pause. On ira au Danemark par visioconférence. Ça va se faire en anglais, mais il y aura une traduction sur bande défilante.